It's time. Greater delights await. We wish to see you proceed. Feed it. Their blood. Their pain. All for us. What is it you pray for? Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après 3 mois d'hibernation de la chaîne avec une vidéo débat sur le dernier Hellraiser sorti en date, et tout ceci en compagnie du monteur son de la chaîne, Monsieur Paulin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup on va parler du film Hellraiser qui est sorti il y a combien de temps ? Il y a quelques semaines maintenant, on a des tontons qui habitent aux États-Unis pour le voir en avant-première. Donc réalisé par David Bruckner, Bruckner, je crois que ça se prononce comme ça. qui a fait quoi d'autre comme film ? Alors, il a fait un film. Donc, je m'en souvienne. Alors, je sais qu'il a réalisé 2 épisodes pour la série Creepshow qui date de 2018. Il a réalisé un segment du film VHS, donc un film d'horreur à sketch. Il a aussi un autre segment dans le film Calm Down. Je sais plus. Je sais même plus, son dernier film était sorti d'horreur, il est sorti sur Netflix, on mettra le nom dans le coin ou une image au montage, on verra bien. Donc un film d'horreur sur des vacanciers dans une forêt avec des histoires de sorcières tout team. Et son dernier film est sorti en 2021, nous contait l'histoire d'un couple qui vivait à travers différentes dimensions. Enfin pareil, c'était assez perché. Bref. Ok, donc pour situer un peu, Maître Sodium, on connaît son admiration pour Hellraiser. J'adore. Moi, contrairement à ça, je trouve honnêtement que je vais peut-être me faire taper dessus, mais que la plupart des films Hellraiser sont passables. Le 1 est ok, et après c'est la dégringolade. Donc voilà, moi je ne suis pas un aficionados de Hellraiser, je ne suis pas un gros fan de Hellraiser. Donc je vais en parler, moi, juste en tant que film, voilà, comme si j'avais jamais vu un Hellraiser de ma vie, c'est un peu ça. T'en as vu quand même 3. Oui, j'en ai vu 3. J'ai vu le premier, j'ai vu le 5ème là avec les cowboys ninja. Inferno, le meilleur. Le meilleur. Le chef-d'œuvre. Et le 2 qui était vraiment, mais vraiment pas terrible. Ça commence déjà mal. Ça commence très mal. Bref, je te propose de passer directement au film. Je vous préviens tout de suite qu'on va pas se gêner pour spoiler absolument toute l'intrigue. Et petite précision avant, parce qu'on l'a visionné, tu l'as regardé dans quelles conditions? Sans sous-titres en VO, rien? Moi je l'ai regardé hier en VO sous-titré anglais. Sous-titré anglais, d'accord. Moi j'avais mon oncle qui me faisait la traduction via le dictionnaire franco-anglais sur les genoux. Voilà. Donc vous étonnez pas s'il y a quelques approximations au niveau du scénario, certaines répliques. Je ne suis pas bilingue, mon ami déjà plus que moi, je ne crois pas qu'il... Enfin, bref. Vous êtes bilingue? Oui, je parle anglais et je comprends l'anglais. Bon, autant pour moi, je suis seul blaireau. Bref, allons-y. Du coup, par quoi on commence Déjà un petit résumé. Déjà allons-y, un petit Mr. résumé, Popol. voilà, en gros, reboot du film, donc c'est génial. On a une scène d'intro, alors au début que j'ai trouvé plutôt pas mal avec les bâtiments, côté un peu, t'as l'impression d'être en ex-Union soviétique là. Oui, Des une grands ambiance un peu bâtiments froide. très froids, etc. Alors le problème c'est que ça c'est le premier truc que j'ai vu ça, j'ai fait ok d'accord, ça a l'air cool. On assiste à une transaction avec une nana là, Serena, Serena... je sais pas le nom de famille, Serena quelque chose. Serena, oui. Qui est l'avocate du méchant. Qui fait on sait pas trop, elle fait une transaction pour un fameux Monsieur Voight qui fait apparemment faire ses courses par les autres, etc. Oui, ça m'a un peu marqué. C'est ça. Et Le voilà, Uber donc Eats, elle achète un petit coffre avec un truc dedans, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on s'en doute, on est dans Hellraiser, c'est la boîte, voilà, on a compris, merci. On a vu le titre. Donc voilà, elle transfère le truc, après on fait un saut dans l'espace, et on se retrouve dans une scène où justement c'est une colorimétrie totalement différente, une image un peu vieillotte dans une espèce de scène d'orgie,
dans une maison un peu victorienne là. Enfin, il y a une soirée et il y a l'orgie qui se passe dans une salle à côté, c'est un peu chelou. Oui, voilà quoi, c'est la teuf chez Monsieur Voight quoi, on apprend qu'on est chez lui. Yes. Et qu'il y a un mec, bon, on sait absolument pas ce qu'il fait là, bon, on imagine que c'est un gigolo vu sa tenue et qu'il a l'air un peu perdu dans sa vie quoi. Ah ouais, j'avais plus pensé à un étudiant. Moi mais, j'ai vu ça comme un gigolo, genre clairement, tu vois, je sais pas trop. C'est vrai qu'il se fait draguer par Serena juste après, mais il a pas l'air très à l'aise. Bon, en tout cas, ça a aucun sens, le mec il est là, on sait pas où débarque, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait là, en plein milieu d'une soirée un peu huppée quoi. J'ai même pas noté le nom qu'il avait. Oui, moi non plus. Enfin, il crève juste après. Puis voilà, bref. Spoiler. Donc il va voir Monsieur Voight en lui demandant, en gros, je sais pas, veut lui gratter de l'argent ou un truc du genre. Voight lui dit, eh ben voilà mon copain, résous le puzzle et puis je gagnerai des sous et toi bah toi on ne sait pas en fait, tout ça on ne sait pas, toute cette scène là est un peu farfelue je trouve. Ouais, oui, c'est quand même pas terrible. C'est vrai que le mec le fait alors que l'autre il dit, mais non, c'est moi qui vais gagner le lot. Mais bon, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est un prétexte pour bah, voilà, faire un gros plan un peu cliché, un peu télescopé, on va dire, sur le cube. Et puis, bon, bah, il résout le problème. Un cube qui n'est pas le cube d'ailleurs. Oui, bon, c'est un cube, quoi. Bah si, il ressemble à une espèce de pilier déjà. Oui, c'est un cube en forme de pilier. Bon, n'empêche que c'est le cube. Même moi, j'ai compris. Oui. Voilà. Cube d'ailleurs dont ils ont changé de design. Et voilà, alors le cube, bon, nouveau design, très sympa, très joli. Il résout le cube, ça bouge dans tous les sens, c'est sympathique. Et il y a une lame qui sort et qui lui perce la main. Donc bon, la lame... What the fuck déjà oui, voilà, j'étais là depuis quand, bon, il y a des lames dans les cubes. Soit d'accord, très bien. C'est un reboot. Donc voilà, donc il se fait couper la main. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les portes de l'enfer s'ouvrent. Bah, il y a juste un plan sur la fenêtre en forme de losange en fait, et ça se termine, il demande audience. Je comprends pas trop. Oui, en gros, bon voilà, on comprend que Monsieur Voight a fait ouvrir le cube par d'autres personnes pour invoquer les Cénobites. Donc les Cénobites arrivent, bon on les voit pas, il y a des chaînes qui arrivent dans tous les sens et qui charcutent notre bon ami. D'ailleurs, ça commence déjà mal. Moi, dès le début du film, quand j'ai vu cette scène-là, je trouvais que ça partait. Je trouve que ça partait un peu mal parce qu'on entend le mec se faire charcuter, mais on le voit pas. Je me suis dit, putain, ils ont censuré le truc, on va pas avoir le droit à des scènes de boucherie. Bon, la suite me donnera tort, mais... pour moi, c'était vraiment le truc, on fait un hors-champ pour faire un peu monter la tension et pour faire genre, ah regardez, il y a Pinhead, mais vous ne pouvez pas encore le voir, suspense, tu vois. Moi, j'ai plus vu ça comme ça, donc bon, j'ai trouvé ça quand même un peu balourd comme manière de faire. Bah, là, en y réfléchissant, je l'ai même pas noté... en visionnant le film, mais je comprends vu qu'il y a le titre qui apparaît juste après, et on passe en fait des cris de douleur du mec aux cris de jouissance du couple en train de faire l'amour. C'est vrai. Il y a la transition qui se fait comme ça. Bon, bref. Voilà, pour lier les deux, la douleur et la sexualité. Je viens de calculer. Il se fait charcuter et Monsieur Voight demande une audience au dieu, donc à Léviathan, si vous avez suivi les autres films, vous reconnaîtrez. Bref. Titre, on découvre notre héroïne, donc Riley. Notre héroïne. Donc qui est en train de copuler, on peut le dire. Copuler sauvagement avec... Sauvagement avec Trevor. C'est ça, Trevor, oui. Voilà. Donc là, en fait, on va découvrir l'héroïne, un peu tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une droguée, une ancienne droguée, qui est clean depuis un moment. Ancienne alcoolo aussi. C'est précisé plus tard dans le film. Drogué, l'alcool est une drogue, mon ami, ne l'oubliez pas. Oui, non mais l'alcool c'est mal. La drogue c'est pas bien. Et bref, du coup, elle vit dans une colocation avec son frère, le petit ami de son frère et une random qui s'appelle Nora. Bon, elle aura une importance plus tard, enfin une importance. Allez, vas-y, sors-nous tous les prénoms là, qu'on rigole un peu. Donc nous avons Riley, l'héroïne, Trevor, son mec, Matt, son frère, Colin, le petit copain de son frère, et Nora, la random. Voilà, et franchement, déjà, c'est pas mal, on a retenu, parce qu'ils sont quand même vachement transparents, mine de rien. Donc déjà, moi, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des trucs un peu bizarres, c'était comment ça sautait d'une ambiance à l'autre, genre... Première scène, on arrive sur un truc très froid, des grands bâtiments, une caméra qui monte, qui donne un peu de l'espace et tout à la scène. Après, direct dans un truc ultra enfermé avec une colorimétrie c'est très vert, très bleuté plus. Ouais, pour rappeler la couleur du labyrinthe comme dans. Et puis voilà, c'est l'orgie, etc. Et là, on arrive maintenant sur un truc vraiment moderne entre guillemets. Et moi, ça m'a fait super bizarre de passer genre un peu de plein d'ambiances différentes en même temps sans que ça se suive bizarre. Bref, bon, je chipote un peu, c'était le début du film. Après, il faut savoir que l'intro se passe logiquement 6 ans avant les événements du reste du film. C'est ça.
Il le précise à plusieurs reprises au cas où. Bon, ça sert pas à grand chose en vrai, mais. Bref, et du coup, tout ce petit monde vit leur vie. Donc, on découvre une relation conflictuelle entre Riley, justement, qui en gros. Qui est un peu une épave. Ancienne Son toxique, frère, ouais. et son frère qui essaye en gros de la superviser, de la micromanager et de faire en sorte qu'elle fasse pas trop n'importe quoi. La micromanager. Startup Nation. Exactement. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc en gros, Matt, il dit à sa petite amie d'arrêter de voir son mec parce Sa que... petite amie, sa sœur. Ah oui, pardon, ouais, excuse-moi. Donc Matt dit à sa sœur d'arrêter de fréquenter Trevor parce que Trevor, c'est un mec un peu louche, c'est un mec qui boit, donc il faudrait pas qu'elle le fréquente, sinon elle va replonger, etc. etc. Mhm. Donc on sent déjà la relation assez conflictuelle entre le frère et sa sœur, le frère qui essaye de prendre soin de sa sœur et sa sœur qui est dans un état de culpabilité, etc., qui a du mal à vivre ça. Ah, de manque aussi, vu qu'elle est sevrée. Et de manque aussi, oui, bah après, sobre depuis un Il moment. précise que même dans le film, Nora précise au bout d'un moment à Trevor qu'ils s'interdisent de boire en la présence de Riley, pour éviter de la faire rechuter. Oui. C'est reprécisé. Donc voilà, ça s'est bien mis en place entre guillemets. Notre héroïne, bon, on comprend que voilà, tout va pas très bien dans sa vie. Et ce qui change un peu, parce qu'on comprend l'héroïne, alors que dans les Riser, l'héroïne généralement elle était un peu là par hasard, tu vois. Alors c'est juste la pauvre fille qui avait pas de bol, genre Christy et tout, tu vois. Kirsty. Oui, Kirsty. Christy. Pardon, ça fait le puriste. Et voilà, alors que là du coup on découvre déjà une héroïne avec un côté un peu plus humain, entre guillemets, un peu plus troublé, un peu plus, voilà, c'est moins Peut-être un lisse. peu. Oui, un peu moins angélique. Angelique. Même si après, Kirsty, dans le premier film, on la voit quand même ivre au bout d'un moment. Et contrairement à pas mal d'héroïnes de films d'horreur, elle ramène quand même un mec chez elle, un mec qu'on retrouve habillé, qu'on retrouve torse nu. Ouais, mais C'est fortement suggéré qu'elle elle est elle a gentille. pratiqué le Covid, quoi. Oui, mais elle va pas aller braquer des trucs. Non, Et elle à prend, part, pas dans, elle prend pas des grosses pilules d'exta là dans son coin, tu vois. à part dans les Razor 6. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, et donc l'événement déclencheur dans tout ça, c'est bien sûr notre ami Trevor qui va proposer un boulot à Riley. Il va lui dire Riley, viens là, tu veux gagner de l'argent, je connais un super plan, un entrepôt abandonné. Quartier des conteneurs. C'est Un truc dans ce style. C'était de- D'accord. et du coup, voilà, il lui dit il y a un entrepôt qui est possédé par un mec très riche qui met jamais les pieds, c'est totalement abandonné. Il sait pas ça, hein. Il le précise pas, hein. Ils Si, savent il pas dit le que c'est nom. un Richard, il dit que c'est un Richard. Oui, enfin, Non, il savent voit pas qui jamais c'est. personne, Ils il voit savent juste pas qu'il y a qui des allers-retours, il me semble. Le Dans- mec, au niveau en du gros, le conteneur. mec dit que lui il fait souvent des livraisons là-dedans, etc. Il sait que voilà, il y a un truc, il y a des trucs de valeur sans doute dans ce conteneur, il y a jamais personne. Donc c'est le bon plan pour aller péter le truc et aller voler 2-3 machins. Bref. Direction conteneur, donc il y a Trevor qui galère comme un margoulin pour ouvrir le putain de coffre. Finalement, c'est Riley donc qui arrive à l'ouvrir en se servant de sa tête. Certains diraient que Sa c'est... tête elle tape dessus plus fort que l'autre, c'est tout. Non, elle se sert du manche pour forcer la serrure. Non, elle tape dessus dans un autre angle. Bon, bah, en tout cas, c'est pas moi qui aurais réussi à ouvrir le coffre. Donc, grosse déception, on découvre quoi? On découvre qu'il n'y a que le cube. C'est bête. Tintin, étonnant. Étonnant. Donc bref, il découvre le cube, et là forcément le film va se lancer, ça va être un peu la galère, donc elle rentre, alors forcément pendant le braquage elle a traîné dehors pendant la nuit, elle a bu un petit coup de la flasque à Trevor, donc quand elle rentre son frère l'attendait de pied ferme, il s'engueule. Bon, enfin, il l'attendait. Oui il l'attendait. Il était Donc dans le lit avec son son copain. frère fout à la porte la sœur, la Ah, Riley. ça, c'est un champion quand même. Hein. Ça t'a pas choqué cette écriture hyper facile? Bah non, moi j'ai trouvé ça plutôt bien foutu en fait. Tu sens très bien que le frère il est à bout, qu'il en a marre, qu'il en peut plus, que ça le fait souffrir et qu'il voit que peu importe les efforts qu'il fait, Riley elle continue à faire n'importe quoi. Et du coup à un moment il se sent ultra coupable parce qu'il se sent responsable à mort d'elle, mais en même temps il arrive pas à l'aider et que ça le détruit aussi. Du coup il la fout dehors. Moi je trouvais que ça justement c'était plutôt bien écrit justement et qu'on sentait bien le conflit entre les deux. Et ça nous donnait aussi le côté... C'est con, mais le côté un peu triste, tu vois, d'avoir un proche qui est dans des situations comme ça où tu peux pas faire grand chose pour l'aider en fait. T'essayes, sauf que plus t'essayes, plus tu l'enfantilises, et du coup, quand tu l'enfantilises, tu détruis un peu la relation. Je sais pas, moi je trouvais ça plutôt intelligent comment c'était fait ça. D'ailleurs, petit détail assez rigolo, enfin rigolo, entre guillemets, quand Riley part de la colocation, elle croise donc le copain de son frère qui est en train de fumer une clope dehors. Alors, la cigarette est mine de rien, comment dire, a moins d'effet sur, on va dire, l'état mental de quelqu'un par rapport à une drogue plus dure ou l'alcool ou quoi que ce soit.
Mais je pense qu'il y a une petite ironie dans le mode le frère ne tolère pas les dépendances et les fréquentations de sa sœur. Par contre, il tolère les dépendances de son copain. Oui, enfin bon, je pense qu'il faut pas exagérer non plus. Son copain il fume une clope, tu vois. Oui, mais, elle prend comment des dire pilules, quoi. Oui, non, mais comment dire, j'ai trouvé ça assez ironique qu'ils viennent se disputer pour une histoire de dépendance à une drogue. Et lorsque la nana part justement de la coloc, de croiser justement le copain Ah, c'est sûr que ça c'est une qui est petite dépendant note d'autre qui est chose. sympa. Genre, voir Je ça, pense ça- que c'est une petite vanne qui est cachée Ah peut-être. bah c'est sûr, je pense que bah voilà, il l'a mis là comme ça pour ça justement, mais c'est intéressant, tu vois, c'est des petits détails qui font que ça donne de la vie à son... Ou ça se trouve, c'est juste parce qu'il fallait qu'elle le croise en partant et c'est Oui, moi qui oui, c'est vrai. affabule. Bon. Enfin, moi Bref. j'ai noté ça comme ça. Du coup, il la fout dehors, et donc là, bah, notre pauvre Rayé, elle va s'enfuir, elle va partir, elle va prendre ses affaires, elle va prendre le cube, Vénère sur la voiture là. elle va être énervée, et puis elle va conduire dans un endroit, et elle va gober 2-3 pilules, 3 exactement. et elle va voir le cube, et elle va se dire, ah bah tiens, mon frère m'a viré dehors, je pensais braquer un truc qui valait de l'argent, j'ai trouvé juste un vieux cube qui sert à rien, je vais prendre de la drogue et je vais essayer de trouver ce que c'est que ce cube. Ah, il est beau en tout cas. Ouais. D'ailleurs, on a un petit, donc comme on vous a dit, donc un petit changement de design. Enfin petit, ça reste le cube au début, mais comment dire, les motifs ne sont pas absolument les mêmes. Et il y a un trou. Il a un orifice, le cube. Oui. Il y a un gros plan, là on voit donc l'héroïne mettre son doigt dedans. Alors, pareil, c'est moi qui affabule peut-être un peu, mais je pense qu'au-delà de faire la petite blague, c'est le trou de balle, hop, elle pénètre dans le monde des Cénobites. Oui, il y a une allusion en fait sexuelle, le doigt, un trou dans le cul. C'est pas anodin, je trouve, vu qu'il y a vraiment le plan où elle met vraiment le doigt dedans, on attend qu'elle soit coupée, enfin... Ouais. Je trouve que la scène insiste pas mal là-dessus. Bref, en tout cas, bah, forcément, ce qui devait arriver arriva. Elle Heureusement résout- qu'on doit débattre, hein. De quoi Bah non, Bref. mais sur ça, là. Donc, ce qui devait arriver arriva, elle résout le cube, Ah, la lame s'ouvre, la lame elle se s'ouvre, coupe pas. elle ne se coupe pas, contrairement au premier qu'on a vu. Exactement. Donc, elle se coupe pas, et alors là, elle a une apparition du premier Cénobite. Oui, On qu'on voit. voit en flou, vu qu'elle est en train de taper un trip en même temps sur une sous ses espèce pilules. de... Qu'on appelle ça déjà Ah oui, elle est dans un parc de jeux, d'ailleurs, ça, je trouvais ça un peu cliché, mais pas mal, tu vois, dans le sens où, bah... Un elle se tourniquet, fait- voilà. Elle se fait virer par son frère, où c'est qu'elle va? Elle va dans un parc de jeux, le rapport à l'enfance, tout ça, blablabla. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Oui, bon, enfin, ça, tu retrouves ça dans pas mal de films, mais bon, voilà, ça marche toujours, ça fait toujours son effet. Donc elle aperçoit le Cénobite, et le Cénobite qui lui dit un truc du style en Donne-nous gros, plus de sang. il nous faut du sang, si c'est pas toi, ça doit être un autre. Vu que t'as ouvert le cube, en gros, soit tu te coupes avec la lame, et bah, c'est toi qui servira d'offrande, ou alors tu trouves quelqu'un d'autre pour le faire. C'est ça. Et là, qui arrive comme par magie, Bah, son comme par frère magie, qui a... le frère fait un cauchemar, il est réveillé en sursaut, là. Oui, bon, bref, en gros, le frère a un coup de troisième sens de cinéma en mode ma sœur est en danger, tintintin, et il va la chercher, et bien sûr, en allant la chercher, qu'est-ce qui va se passer? Il va se couper sur le cube. Pas de bol. D'ailleurs, petit truc marrant, il croise un camion avec des chaînes sous la route, le Cenobite Trucks. Ah oui. Ah oui, le camion avec les chaînes, ça c'était quand même un peu plan-plan. Je fais Genre, tout. Ah en bon, gros, les il cuisses. a un cauchemar avec des chaînes, il sort, il va voir sa sœur, et là, sur le chemin, il voit un camion avec des Paf. chaînes derrière. Genre. Jump scare, Cenobite Trucks. En fait, oui, voilà, c'est juste un camion de déménagement ou de transport. Enfin bon, après, on n'est pas dans la première, le premier truc étrange un peu dans la licence. On a bien dans un comics en particulier, on a un T-Rex Cenobite. Et ouais, Pas mal, ça. ça a la gueule, hein. Franchement, ça vaut le coup. Quel enfer. Il n'y a pas de T-Rex dans le film, c'est pas bon. Voilà, 0, monsieur. Zéro. Et donc voilà, donc on est sur un scénario qui est pour moi en fait qui tient plus du film d'aventure / mystère Ah bon? que sur du film d'horreur en fait. C'est vrai que En fait- le plan, comment dire, leur plan à la fin pour avoir la dernière victime avec les Cénobites, j'aurais presque dit que c'était un plan à la Scooby-Doo. On essaye de coincer le monstre, et le pire c'est qu'il faut avoir pareil, le monstre arrive pépère, enfin le Cénobite en l'occurrence, l'autre, hop, elle prend le cube, Riley, hop, il va doucement avec la lame, sauf qu'en fait, le Cénobite il a fait une feinte, il se libère, il se met à courir partout, ils sont... Non, non moi personnellement, je pense que la scène devait être tendue, pour le coup, Cénobite avec tout son voile sur le visage, il est vachement beau en fait, en forme de prière.
Mais le moment où il se met à courir et tu les vois en train de se casser la gueule. Non mais franchement, la tension est sur le. Moi j'étais mort de rire en fait. J'étais non mais c'est pas possible, il se fait coincer dans une grille. Il compte comme ça. Non mais sérieux, c'est ridicule quoi. Ah non mais attends. Alors déjà, on fait tout dans le désordre, hein, je vous avoue, on n'a pas vraiment de plan de base. Tu fais tellement chier au montage. Ouais. On va voir comment je me débrouille. Mais bref, juste avant cette scène-là avec le plan, donc le plan à la Scooby-Doo, on avait un super plan où Riley demande donc à Collins, qui est survivant, en mode ils sont encore là. L'autre il regarde, ils sont tous coincés comme des cons devant la maison, on dirait des chiens qui attendent. Non mais c'est. Comment ils sont pas crédibles comme menace quoi. Bah, toi, ils attendent comme des glands comme ça. Là t'as fait un grand écart quand même, Léon. Pourquoi? Moi je voulais juste parler de centrer en fait sur le scénario, sur ce qui changeait, etc. Faire des grandes parties. T'es parti sur un exemple précis. Bref, du coup en gros voilà, pour moi on a vraiment un film genre qui tient plus du film de un peu, je sais pas, mystère, recherche. Je sais pas trop comment. En fait c'est con, mais moi un truc qui m'a marqué, genre j'avais l'impression de voir un film, c'était une partie du jeu de rôle Cthulhu en fait. Je sais pas si ça parlera à des gens. Mais voilà, c'est vraiment une enquête en fait, le machin. Et toute la première partie du film, c'est ça, c'est vraiment la partie enquête où en gros ils vont chercher une personne, ils vont chercher Serena qui était l'avocate de Voight. Après ils vont chercher où est la maison de Voight, qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Ils vont avancer tout le temps avec des indices, etc. Et petit à petit, la boîte va tuer quelqu'un, ça va changer de forme, petit à petit ça va entraîner l'histoire. Et du coup, pour moi, on n'a pas du tout le côté mystique qu'on avait sur les premiers Hellraiser. Tout le côté un peu spirituel de tout ça. Bah, faut dire que En fait, c'est très mécanique. C'est genre, tu prends la boîte, tu tues quelqu'un, ça s'ouvre, ça passe à la suite et tu continues en fait. Il n'y a pas vraiment genre. Voilà, moi j'ai pas senti vraiment un côté horreur, un côté. En fait, tout est très logique. Ouais. Bah, après, le premier, il faut dire que c'était à la base un huis clos. Donc, on part quand même sur une base vachement différente. Même s'il y a certains archétypes qui sont toujours présents. Voight, par exemple, quand ils enquêtent dessus, on nous appuie bien que c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses, il y a des affaires sexuelles sur lui, par contre il y a blanchiment d'argent. Voilà, bon, un riche qui baise et qui est sataniste. Voilà, nickel. Satanique, pardon. Oui, ça. Mais Voight, on pourra en reparler, mais moi j'ai pas du tout aimé ce personnage-là. Genre. C'est con parce que je trouve que l'acteur s'en sort pas trop mal. Ouais. Bon, c'est pas le pire du film, quoi. Franchement, celui de Trevor, c'est la cata. Hein. Ah oui, Trevor. Je trouve que le mec, il joue comme une savate tout le long, quoi. C'est chaud, quoi. Bref. Et du coup, ensuite, pour moi, là, c'est en gros il y a vraiment deux parties dans ce film. La première partie que j'ai adoré, vraiment, où j'ai trouvé vraiment bien, où ça s'enchaînait bien, c'était cool. Surtout que le personnage de Riley est quand même bien écrit, je trouve. Bah ouais. Ah ouais, carrément, je trouve que tu ressens ses émotions, tu ressens bien, tu vois par où elle passe, tu comprends que elle est totalement paumée en fait et qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut pour rattraper entre guillemets toutes ses erreurs, tu vois. Ouais. C'est un peu une rédemption, c'est une quête de rédemption un peu son personnage quoi. Oui, après avoir été couvri... Parce qu'elle a quand même buté son frère à cause justement du fait qu'elle était droguée. D'ailleurs il y a une scène où Colin lui reproche ça, lui dit oui tu t'en rappelles plus, t'étais défoncé mais à un moment... réfléchis quoi parce que oui, c'est son témoignage de la police. Il est quand même mort quoi. Il a quand même disparu. Bref. Du coup voilà, moi j'ai trouvé vraiment cette première partie sympa. Ouais, attends, tu parlais du... Rien déjà de la première partie, personnellement, tout le principe de l'enquête, tout bêtement, hein, quand ils vont trouver Serena dans l'hôpital, d'ailleurs petit clin d'œil à Hellraiser 2, voilà merci, le film est parsemé de ce genre de choses, mais on en parlera un peu plus tard, c'est insupportable. Bref, ils retrouvent Serena, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. On trouve d'une scène, on sait pas, il faut chercher, hop, on a vu Serena. Oui. Ça je suis d'accord que par contre sur des liens, il y a des liens qui sont parfois... Bah attends, c'est la facile, c'est même c'est du cordage. C'est du scénar, mais à un moment le film il faut bien qu'il avance, tu vois. Ouais il fait, on n'a pas d'ailleurs précisé, le film fait 2 heures, c'est trop long. Oh, moi je sais pas, je me suis pas. Et justement, pour ce qu'il raconte, c'est trop long. Moi je me suis renseigné. À la seconde partie, en gros, à un moment, ils trouvent le manoir de Voight. Et ils arrivent, si tu veux, dans la fin du film, dans le dénouement. Là. Et là, toute cette partie-là, à partir du moment où vous arrivez au manoir, moi j'avais passé un bon moment, tu vois. C'était 1 heure de film cool, j'étais content. J'étais là, genre, c'est chouette, ça va pas être une si grosse purge que ça finalement. Et puis là, arrivé au manoir, là, oulala, ça se corse et ça devient n'importe quoi. Pourquoi Enfin, qu'est-ce qui t'a mis là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, entre guillemets? Bah alors déjà le fait qu'il y a toute la joyeuse coloc qui se ramène d'un seul coup au manoir. C'est vrai qu'ils sortent un peu de nulle part. Ouais. Coucou, on t'a suivi. Yes. C'est juste Riley qui cherche et Trevor qui est un peu derrière. D'ailleurs Trevor
qui cherche un peu à la persuader de laisser tomber ça, Mhm. et qui vraiment essaye de lui dire non, et en fait, on va apprendre plus tard que Trevor est un traître, Ah ah. qu'il a fait exprès de mettre la boîte dans les mains de Riley pour le compte de Voight. Sauf qu'en fait, pendant tout le début du film, Trevor est écrit et joué comme un personnage qui a peur de ça, qui y croit, donc on se demande pas trop pourquoi il y croit, bon ça paraît un peu bizarre, mais bon, ça s'explique s'il le sait. Mais vraiment, on dirait qu'il a peur vraiment, et qu'il est vraiment là, genre non, il faut s'en débarrasser, c'est pas cool. Et à la fin, il arrive, et en gros, il y a Voight qui traîne encore dans les passages secrets de sa maison, et qui va voir Trevor à un moment où Trevor est isolé, et on apprend que Trevor travaille pour Monsieur Voight depuis le début. Mhm. Moi, c'est le genre de truc, j'ai fait, mais ça n'a aucun putain de sens. Mais pourquoi? Mais parce que à un moment, s'il travaillait pour lui depuis le début, et ben alors, soit il filait la boîte à Riley, et, il l'encourageait à chercher, et il arrêtait de. Parce qu'à un moment, toutes les 20 minutes, il lui dit ah non, jette-le, on se casse, c'est de la merde, etc. Et toi, tu me dis, tu justifiais ça, toi, ta justification c'était oui, mais il est un peu amoureux dans le fond, Mais oui, et la scène de fin est un peu ambiguë là-dessus, Mais et faut on savoir. voit bien que ça l'ennuie quand même. Oui, c'est ambigu mon cul, je veux dire, c'est qu'à un moment, s'il est amoureux et qu'il veut pas que ça se passe comme ça, la boîte il s'en débarrasse à un moment où Riley regarde pas, tu vois. Et il le fait jamais, donc bon, à un moment, oui, il s'inquiète pour Riley, mais il s'inquiète, bon, pas suffisamment pour pas l'envoyer à l'abattoir, genre ça a aucun putain de sens. Ça reste un homme, quoi. Donc voilà, moi ça j'ai trouvé ça très très nul. Quoi d'autre? Ouais, le coup de la scène avec les passages secrets et tout, les personnages qui se séparent, bon c'est le classique du film d'horreur, un peu moisi je trouve. Le Scooby-Doo. Et voilà. Moi, c'est pareil, vous trouvez plus d'indices. Yes. Puis en fait dans le manoir le temps il devient super long, ils commencent à perdre leur temps en explications un peu vaseuses sur le fait de oui elle est coupée, mais alors si elle est coupée faut pas la laisser, puis il y a les Cénobites qui sont coincés dehors parce que apparemment une cage en métal en forme de carré ça retire les Cénobites. Bah non, mais il y a les motifs, on voit bien quand Il y a même. les motifs. C'est vrai que les motifs ça retient très bien les Cénobites. Attends, les machins, ils arrivent à l'intercepter Nora dans un camion. Dans le camion, ils créent un mur, un couloir dans le camion pour la choper sans que personne puisse s'en apercevoir. Mais là, il y a des carrés autour d'une maison en ferraille et ça les empêche de rentrer, ça a aucun sens. D'ailleurs, la scène du camion, personnellement, c'est la scène préférée du film. Non, elle est cool, elle est bien. Je la trouve super belle. C'est dommage que ce soit pour un personnage dont personne n'a rien à foutre. Ouais. Parce que bon, la Nora elle se fait dézinguer et puis tout le monde 10 minutes après, là, genre Nora c'était qui? Inconnu, on s'en fout. C'était la coloc en trop. Oui, ça c'était vraiment le personnage qui aurait pas dû exister, je trouve, Nora. Mais vraiment qui n'avait aucun intérêt tout du long du film. Dans le camion, ouais, je pense. Même toute la. Comment dire, qu'est-ce qu'on a pensé de ça justement, l'apparition du labyrinthe dans les décors comme ça et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était une superbe idée en fait. Dans les décors, genre quand les portes des Cénobites Oui, s'ouvrent, voilà. on voit le labyrinthe. Que t'as beau t'enfuir, en fait, le labyrinthe te rattrape toujours, il s'ouvre. Non mais carrément, mais ça par contre c'est un truc je trouve qu'il a bien fait, et sur la réal c'est toute la gestion de l'espace. Ouais. Genre dans tous les plans c'est très géométrique, c'est très cadré, il y a plein de formes, c'est ultra sinueux. On a rarement vraiment une ligne de vue claire et un échappé clair sur ce qui se passe. Et on est toujours sur des couloirs avec des portes qui sont sur d'autres portes, etc. Je trouve que géométriquement parlant, on a un côté labyrinthique du film qui est super bien foutu. Ça, je trouve qu'il a bien bossé sur ça. Ouais, en plus, comment dire, c'est un de ses gimmicks au réal sur ces deux films dont j'ai toujours pas les noms. Comment dire, le gimmick de transition entre deux mondes. Donc sur son film sorti sur Netflix, t'avais ce principe-là avec la culpabilité du héros qui avait perdu un ami dans une cafétéria, dans une espèce Mais après, on n'est pas là pour parler de ce film. Donc. Ah d'accord. Il y avait ce principe-là en fait du passage du paysage, de forêt, à l'épicerie. Et dans le second film, il jouait sur la symétrie dans les miroirs. Et donc, je pense que c'est un prolongement logique de son travail, et je trouve qu'il a plutôt bien géré en soi. Le principe en fait d'ouverture tout simplement, parce que que ce soit le bouquin dans les premiers films, donc c'est le mur qui s'ouvre avec le budget de l'époque, hein. Et donc là c'est vraiment ils ont gardé ce principe là, mais ils ont poussé le cursus jusqu'au bout quoi. Avec en plus c'est même pas forcément des murs quand ils s'échappent avec le camion, ça s'ouvre carrément comme un gouffre sur la route. Non franchement c'était vraiment pas mal. Ouais, et vraiment le fort. camion, la métamorphose avec donc Nora qui voit ses coloc de la cabine de conducteur en train de s'éloigner et le labyrinthe en train de se former, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ouais, mais le travail sur les espaces c'était vraiment sympa. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Quoi. Ouais,
Bonne séquence. Et à part, encore une fois, genre quand on arrive au manoir et que à un moment on a ces grandes pièces un peu vides quoi. Et ça c'est dommage, je trouve que aussi pareil, ça casse pas mal le délire en fait. Côté assez sinueux du film quoi. Je pense que peut-être que le film ça aurait peut-être été plus sympa d'avoir plus de plans larges, je trouve déjà. Surtout quand tu vois le bâtiment là où ils invoquent Léviathan. Bah moi je suis pas d'accord justement. Et je trouve qu'il y a trop de cuts sur la fin aussi. Ah ouais, ça joue un peu. Avoir un côté un poil plus contemplatif serait peut-être... contemplatif, c'est un bien grand mot, mais des plans qui durent un peu plus longtemps. Je sais pas, parce que quand le film fait du contemplatif, c'est quand même parfois un peu raté. Même souvent un peu raté. Ouais, il faut pas oublier après que c'est une production Hulu, donc il y a peut-être pas trop de budget pour. Donc on est sur vraiment un changement de fonctionnement du cube. Alors moi, changement de fonctionnement qui m'a posé 2-3 questions quand même. Déjà, ce que je trouve dommage, c'est que avant le cube, on l'ouvrait parce qu'on était avide ou parce qu'on voulait quelque chose, etc. Ou il attire l'œil, tout simplement. Ou il attire l'œil, mais c'était rarement quelqu'un d'innocent qui ouvrait le cube. C'était quelqu'un de perverti qui cherchait à ouvrir le cube déjà. Bah non, t'as le contre-exemple avec Tiffany dans le 2. Même si c'est Shannar qui lui fait ouvrir directement. Non, c'est Tiffany, elle est manipulée par Shannar, mais c'est pas elle qui veut le faire. C'est vrai. Alors que normalement, tu vois, c'est toujours la personne qui a le vice qui va ouvrir la porte et qui va être puni d'avoir cherché ce vice, entre guillemets. Bah après, oui et non, parce que si tu suis l'histoire, en fait, il peut tomber entre les mains de n'importe qui. La différence, c'est que c'est pas tout le monde qui parvient à l'ouvrir. Oui, voilà. Alors que là, justement, le cube, en fait, il est là, il s'ouvre, mais en fait, celui qui l'a ouvert, on s'en fout, l'important, c'est celui qui se fait couper. Et ça, moi, je trouvais ça un peu dommage. Oui, c'est vrai. Mais de toute manière, le principe même d'accorder un vœu comme ça, le fait que... J'aime bien l'idée d'avoir un casse-tête, justement, qui se résout pas du premier coup. L'idée que doit y avoir plusieurs mains qui pour le résoudre. Sauf que là, tout le monde le résout facilement. Ah bah oui, on est loin de l'espèce de... je sais pas comment dire ça, l'espèce de schéma en fait qu'ils faisaient vraiment avec les doigts, parce que en fait dans la saga originelle, ils font une espèce de symbole et après en fait la boîte elle se fait un peu toute seule. Et les Cénobites sont des gens très impatients en fait, même Léviathan, ils ont pas le temps de niaiser en fait ces gens-là. Mais c'est vrai que là on tourne, les gens pivotent, vas-y qu'on insère ton doigt dedans. Et c'est vrai que c'est pas noté, enfin le film n'appuie pas assez là-dessus je trouve. Oui, une espèce, t'es élu par le cube, t'es choisi par le... Oui, c'est un peu, vas-y, viens, on résout le cube. Et du coup, pour rattraper un peu, donc ça va se passer. En fait, on apprend que le Dr Voight, lui, il voulait ouvrir le passage, une audience pour Léviathan, et qu'en fait, le cube, il a 6 formes, je crois. Et il a 6 formes, donc tu pars du cube jusqu'à la forme donc, de Léviathan. Donc logiquement, il faut 5 victimes. D'ailleurs, dans le film, non, quand 6 victimes, je crois, du coup, non 5. C'est ça. Parce qu'on part du cube qui est à 0, et tu comptes. Attends, je sais plus. Parce qu'il y a Matt, il y a Serena. Il y a qui après Serena? Attention, gros spoiler. Attends, Matt. C'est. Matt Serena. Non, pas. Si, il y a Matt, le frère. Attends, Matt, Serena, Nora, Chatterer et Trevor la fin. 5. Ah ouais. D'ailleurs, quand elle fait ses recherches sur donc le méchant, Voight, ils disent qu'il y a eu 4 disparitions. Donc il manque une victime. Bravo. Et si vous comptez les photos, il n'y a bien que 4 personnes. Les champions. Bref, du coup, il y a 6 formes du cube. Et en gros, à la 6ème, on peut avoir une interview exclusive avec Léviathan, le grand Popov Dope des Cénobites. C'est clair, c'est clair. Et du coup, il nous accorde un vœu. Et puis, on est content, on a ce qu'on veut, etc. C'est génial, la vie est belle. Ouais, attends. Sauf qu'un peu plus tard, on apprend que le fameux Dr Void qui lui voulait son vœu, il a eu son vœu. Et qu'en fait, son vœu, il voulait le vœu d'avoir toutes les sensations du monde, le plaisir extrême, etc. Au final, ils lui ont filé un appareil qui lui déroule ses nerfs et qui lui fait ultra mal, tout le temps. C'est bien, oui, c'est ce petit cadeau. Oui, voilà, donc c'est un peu le cadeau empoisonné. Oui, parce qu'il a fait le vœu de la sensation. Attends, je vais te sortir mes notes. C'est ça. Alors, il y a donc, on a 6 thèmes pour les vœux sur la vie, sur la connaissance, l'amour, les sensations, la résurrection et le pouvoir. Voilà. Donc voilà, pour le fonctionnement du cube, en gros, le cube c'est simple. Tu l'ouvres, il a sa forme de base, donc comme ici en carré là. Tu l'ouvres, tu te coupes, tu tues une personne, il change de forme. Ensuite, il faut le réouvrir, couper une autre personne, il change de forme, etc., etc. Donc on apprend que c'est ce que faisait Voight et que voilà, il sacrifiait des gens pour faire avancer l'étape du cube et pour aller jusqu'au Léviathan. Donc moi déjà, ça, je t'avoue que ce concept-là, je le trouve un peu nul.
direct. Bah, direct, parce qu'en soi, ce qui était cool, je trouve, dans le premier, c'était vraiment l'objet ultra mystérieux, la porte en fait. C'était une porte, tu ouvrais une porte vers un autre monde. Et généralement, en plus, celui qui ouvrait cette porte, c'était quelqu'un qui était perverti et qui allait en fait récolter lui-même son propre malheur. C'est vrai que là, Qui allait se brûler les ailes, en fait, c'était un peu genre, c'est con, mais Icar, tu vois, qui cherche, et à force de chercher, il trouve un truc qu'il aurait pas dû trouver, et puis ça va lui retomber sur le coin du pif. Alors que là, j'aime pas trop le concept, où en gros, c'est juste un outil, en fait, et il y a même pas de conséquence pour celui qui veut s'en servir. La conséquence, elle est quand il a réussi à avoir son souhait et qu'on lui file un cadeau pourri à la place d'un vrai cadeau. Mais en soi, j'ai trouvé ça un peu daubé le fait que du coup oui en fait les Cénobites ils sacrifient des innocents à tout vent, ils en ont rien à faire du mec qui ouvre la boîte. Et ça je trouve ça très dommage. Parce que par exemple dans le premier, il me semble que Kirsty elle ouvre la boîte. Ouais. Mais elle le fait pourquoi elle le fait à cause de comment il s'appelle Uncle Frank là. Non, elle l'ouvre en fait dans le premier pour rappel, elle se bat avec son oncle, elle termine à l'hôpital après s'être enfuie avec la boîte. Mais le fait est que les Et Cénobites elle l'ouvre juste en jouant. Les Cénobites la veulent quand même. Hein. Mais voilà, c'est que les Cénobites ils sont intéressés par elle. Parce que c'est elle qui l'a ouvert. Et s'ils changent d'avis, c'est parce qu'elle leur dit mais attendez, il y a quelqu'un qui s'est échappé de vos geôles là. Donc on fait un pacte, vous me laissez un peu tranquille et moi je vous file l'oncle Frank. D'ailleurs, parlons de ça là, moi, comment dire, à part une scène avec Matt, j'étais extrêmement déçu qu'on ne voit pas l'écorcher. Oh, ça, moi je m'en fous, je t'avoue. C'est un élément important de la licence. Ils sont où les écorchés là-dedans? Ouais. Il est juste là pour le clin d'œil. Bon, je sais pas, il y a quand même pas mal de mecs qui perdent des bouts de peau, on va voir. Non, mais je parle un corps écorché entièrement, à la Franck ou à la Julia dans le 2. Bref, et du coup, là, dans ce film-là, les Cénobites, au final, celui qui ouvre la boîte, ils ont absolument rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un à sacrifier. Donc je trouve qu'on perd vraiment un peu le côté, justement... le côté un peu ironique du mec qui ouvre la boîte à la recherche de quelque chose de perverti et qui se fait punir pour sa perversion. On perd tout ce côté-là et du coup, ça devient juste... en gros, un outil pour avoir un souhait. C'est une lampe à vœux, quoi. En plus, c'est pas super clair parce que c'est là surtout sur la fin, là, on voit les grosses ficelles de scénario qui arrivent. C'est que Collins, quand même, s'est fait couper. Les Cénobites sont plus ou moins coincés. Mais, comment dire, Riley, elle récupère le cube qui est en format Léviathan. Elle fait, bah non, en fait, pas lui. Hop, elle plante Trevor qui est en fait le traître. Et les Cénobites, ils font, ah ouais, d'accord, ils récupèrent l'autre. Ouais, c'est ça, les Cénobites en fait ils sont cool, genre du moment que tu leur donnes quelqu'un, ils s'en foutent un peu. Ouais, les mecs sont conciliants, à franchement. un moment, ils ont pas de victime sous la main et ils décident de planter un Cénobite avec le cube. Shatterer en plus. Shatterer. Et Shatterer qui se fait exploser en une demi-seconde, et genre, moi j'étais là, mais. Ah, mais ça marche. Bah oui, mais c'est ça, moi je m'attendais à un truc parce qu'il y a un long plan sur Pinhead qui regarde la scène de loin. Et tu te dis, bah, il va y avoir un bug, il va y avoir quelque chose. Bah non, elle fait, bah ok, vas-y, hop, ça part. Et l'autre, il se met en signe de croix, et hop, super. C'est ça, genre, c'est une vraiment... nouvelle victime. Donc, bah, bonjour l'arnaque, quoi. Ça fonctionne un peu sur des bases un peu étranges, voilà, c'est en soi, où il y a quelqu'un qui crève, peu importe, ce soit un Cénobite, un humain. Je suis sûr, en vrai, tu prends un clébard, ça marche, tu vois. Non. En tout cas, ça fait un peu ressort, quoi. Ça a plus le côté mystique que ça avait avant. Ouais. Par contre, au niveau du design, je trouve que c'est très bien bossé. Genre, toutes les apparitions du cube, toute la manipulation du cube, du mécanisme, est super bien foutu. Dès qu'il change, c'est super classe. Ça a vraiment. Ouais. Tu sens le truc qui évolue, tu sens vraiment le côté puzzle en fait, puzzle démoniaque. Ça, je trouve que c'était très bien réussi. Mais en général, je trouve que dans ce film, en fait, l'esthétique est sympa. L'esthétique du film en général. Des designs ou je crois pas. Ouais, les designs sont super beaux. On a été gâtés niveau design. On va en reparler après, mais je pense que je suis assez en désaccord là-dessus. Ah ouais. Ouais, ça va chier les bulles. Et du coup, là, on va peut-être parler un peu des Cénobites. Oui, non, les Cénobites. Donc, quand avez-vous pensé, Maître Sodium? Eh bien, je sais même pas par quoi commencer. Déjà, on va commencer par ceux qu'on connaît. Déjà de base, donc on va déjà parler de Shatterer, vu qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Shatterer, donc, celui qui claque des dents pour ceux qui voient pas. Je sais pas pour toi, mais moi personnellement, le côté je mords le bras en tant que Shatterer, je me suis un peu facepalmé en fait. C'était le truc le plus facile à faire et ils l'ont fait. Alors, sur le design, moi je trouve que le design est quand même réussi. Sur Shatterer, moi je trouve que ça partait déjà mal. Oh, moi je trouve qu'il est quand même beau gosse quoi. Moi je préférais avoir sa gueule toute retournée comme il avait dans le premier film. Plus sympa. Même si tu noteras, que ce soit lui ou les autres Cénobites,
c'est qu'ils ont repris le principe donc, du roman original, là où en fait les Cénobites étaient décrits comme asexués. Donc chaque Cénobite, soit ils sont mutilés au niveau du sexe, ou soit dans le cas de Chatterer, il a un cache-sexe, parce qu'il a un pénis. Voilà. Bah oui. D'accord. Ces Mais petits ravi détails, de il fallait savoir. faire l'arrêt sur l'image, voilà, je l'ai Ça fait va. hier, nickel. Et voilà, non, moi je trouve que les designs sont bien réussis. Alors après, comment ils sont traités, c'est différent. Mais en tout cas, je trouve que, je sais pas toi, mais dans l'ensemble, je trouve que moi les designs sont beaux. Je trouve que les costumes sont sympas. Ouais. Je trouve que ça rend bien en fait. Genre c'est con, mais alors par exemple dans les exemples, bah il y a celui avec le voile, la peau retournée sur la Ouais, tête ouais, avec les ouais, tubes là ouais. derrière qui arrivent pas à respirer. Bah c'est classe quoi, ça a vraiment de la gueule. Ils ont repris le, gimmick qui est juste dans le premier, il me semble, avec la femelle Cénobite qui avait du mal à respirer, tu sais, il y avait une espèce de grincement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes, que ce soit ceux qui sont un peu plus robotiques, ou justement celui avec donc le voile qu'on voit surtout sur la fin, en fait, ils poussent des gémissements, ils poussent des cris. On sent qu'ils galèrent à se déplacer, qu'ils ont mal en qu'il a fait. du ouais. mal. En fait, ça c'est plutôt pas mal fait sur les costumes. Je trouve c'est que on voit que les Cénobites, que leur apparence leur inflige des sévices Ouais. de troubles quoi. C'est. Mais ça manque de cuir quand même. Hein. Moi, je suis pas fan du côté ils se baladent tous à poil là-dedans. Là. Oh moi je suis pas fan du côté très cuir moustache. C'est super. Mais Non, ça mais- pourtant, ça faisait partie. C'était une composante importante de la saga. Et là, Ouais, même Pinhead n'en a plus. Ouais, Pinhead, on en reparlera, moi j'ai pas aimé, mais Pinhead par contre c'est le seul que j'ai pas aimé. J'ai adoré par contre celui qu'on voit très peu à l'écran, mais qui a une tête toute plate, avec... alors je sais pas trop comment expliquer, mais en gros il y a sa tête, Il a juste et le il y a visage, son il n'y a crâne rien qui est à derrière. l'arrière. Oui, Ouais, voilà. oui, si, on le voit sur la fin. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et lui il est super classe. Ça lui fait comme un masque. On dirait vraiment qu'il a genre une planche en bois et sur un tréteau, c'est trop bizarre. Mais en tout cas voilà, un bon design. L'espèce de truc un peu en mode crabe là, En mode celle crabe. avec les bras qui se séparent en deux là. Oui, qui évoque un peu une divinité hindoue. Moi, je trouve ça sympa. Ouais voilà, pareil. Non, voilà, ça sur le servait pas à design, grand c'était pas chose, mal. mais. Et sinon, il y a celle qui est en forme de, on peut le dire, de vagin en fait. Avec son ouverture au niveau de la gorge. Donc, il reprend le concept de la celle femelle avec, Cénobite. le truc comme Et ça. elle a son, on pourrait dire, le Ouais, clitoris il en fait était- qui il est était au-dessus. trop classe ce design. Ouais, mais elle est toute nue. Mais alors Mais mettez-moi du cuir. Mais putain, en plus elle se balade les jambes à l'air. Elle est pieds nus, putain. Encore des pieds nus. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? C'était un truc important, le fait qu'on devine pas qu'ils aient des jambes. Déjà, Chatterer, dans le 2, Tony Randall avait fait l'erreur de le cadrer, je trouve, beaucoup trop en plan pied, donc on voyait ses jambes. Mais là, c'est le festival en fait. Hein. On les voit, il y a littéralement des plans pieds dans le film. Là, on les voit marcher. Et maintenant, là, ça va être le moment où je vais arriver. On va parler de Pinhead. On voit ses pieds. On voit ses pieds. Elle a une putain de toge, mais on voit ses pieds. Non, en vrai, c'était scandaleux. Alors moi j'ai jamais trop compris le délire avec les pieds. Bah c'est pas bon. Putain, et ils lui ont mis une toge pour pas qu'on les voit. Et le mec a quand même trouvé un moyen de nous mettre un plan, littéralement. On voit son pied. Et j'ai fait, mais il se fout. Le mec nous troll en fait. Le mec troll. Alors moi je suis peut-être un peu du côté Tarantino de la force, mais le fait est que moi voir des pieds ça ne me dérange pas. Je trouve même que il y a une... que voilà, tu vois des pieds, en même temps ces anciens humains ils ont forcément des pieds. Non mais je veux dire, c'est pas des monstres venus de l'espace, etc. quoi. Bah, ça fait chier quand même, putain. Mais pourquoi? Mais pas de pied. Merde. C'était. D'accord. Donc, Dans le le, problème premier, avec les pieds. dans le premier film, c'était instauré comme ça. Alors je sais, reboot, nouveauté, machin et tout. Mais Pinhead avec des pieds, c'est non en fait. Non, C'est moi, juste non. Moi je t'avoue ce qui m'a fait bizarre, désolé ça fait pas très sympathique, mais Pinhead en femme, franchement je trouve que ça marchait pas du tout. Ah ouais? Alors je sais pas si c'est l'actrice ou comme ça, mais en fait moi j'étais... Pinhead ce qui était classe, c'était la voix de l'acteur. L'acteur avait une super voix, très charismatique. Il était gros, il était très imposant, et en fait C'est il pas était... gros. Non mais Il est il grand, était grand. massif Pinhead. Ouais. Massif, tu le voyais à l'écran, il prenait de la place, il était très large, très carré en fait. Alors que là, sur Pinhead féminin, on a des formes justement, des formes plus féminines, des formes plus creusées, etc. Il est plus fine. Et du coup, ça fait moins imposant. Moi, franchement, j'ai pas ressenti le petit côté de ah oui, c'est quand même, c'est Pinhead quoi. Ça va chier les bulles quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'ai vraiment, écoute, elle ressemble un peu à sa collègue, hindoue là, on va dire. Tu sa trouves collègue là avec. Ah ouais. Je sais pas, Oh. non, vraiment pas convaincu quoi, genre pas impressionnant à l'écran. Et je pense qu'à la limite,
Bah en fait, ça aurait été pas mal de, à la limite, pas prendre de Pinhead du tout. Ouais, de partir Et puis sans personnage. de partir sur un nouveau design vraiment marquant. Ouais. Parce qu'en soi, les autres Cénobites ont des bons designs, mais ça se voit, c'est des designs secondaires. Bah ouais, tu trouves? Ouais, pour moi, genre, il y en a aucun qui aurait eu le cachet d'un Pinhead. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Ouais, Pinhead, ouais. tu le reconnais direct. Et en même temps, pourquoi c'est lui la tête d'affiche de la série? Pourquoi c'est lui que tout le monde, qu'on voit partout dans la culture pop, etc. C'est vrai. Parce que c'est ce design qui est ultra reconnaissable. Sauf que je trouve que pour le coup, elle dénote carrément avec sa tête couverte d'épingles et tout en blanc par rapport aux autres. Ils ont quand même essayé de lui donner quelque chose d'unique visuellement, je trouve. Mais Bah ouais, mais pas de la bonne manière, je trouve. déjà, je trouve que mine de rien, le film ne l'iconise pas assez. Ouais, ça c'est sûr. Mine de rien, je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur justement. C'est peut-être pour ça aussi que je parle du design, mais parce que oui, c'est vrai que elle est pas du tout iconisée et clairement, elle fait un peu genre. C'est un peu la déléguée de classe en fait. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film, on a beaucoup plus peur des autres Cénobites qu'on a peur de Pinhead. Bah en fait, c'est C'est la seule. Alors que normalement, Pinhead, en tout cas dans les autres films, Pinhead, il était effrayant parce qu'en fait, c'était la seule figure avec un peu d'intelligence qui était capable de maîtriser le cirque des os. Le zoo des Cénobites, parce qu'au final c'était lui le plus flippant, le plus imposant, avec la voix grave et tout le C'était bordel. lui le leader en fait. Oui voilà, on sentait qu'il était là et qu'il tenait tout le monde d'une main de fer et que c'était lui le patron quoi. Bah là, enfin comment dire, Alors c'est que le cas elle- aussi. Ouais mais elle, c'est un côté un peu plus... En fait je pense que elle aurait marché si les autres Cénobites avaient été plus intelligents. Dans ton cas, montrer de manière plus intelligente. C'est qu'elle elle fait peur mais d'une manière un peu retorse, un peu manière... Elle fait manipulatrice, elle fait intelligente, elle fait ça, tu vois. Mais on sent pas une sauvagerie bestiale qui vient d'elle, tu vois. Qu'on avait dans Pinhead, je trouve. Voilà, Pinhead, il est quand même vachement calme, vachement froid, mine Ouais, de mais rien. justement, c'est ça qui est ultra flippant. Mais parce qu'il est froid, mais justement parce qu'il est grand, parce qu'il est large, parce qu'il est habillé tout en cuir noir, etc. Tu sens aussi que Pinhead, faut pas lui chier dans les bottes parce que sinon. Oui. Sinon, il te met une pichenette, tu tombes par terre, quoi. Mais au-delà de l'iconisation, je pense que c'est peut-être, enfin, de mon goût, au-delà des fameux pieds, n'est-ce pas, je pense aussi qu'il y a un problème dans le design. C'est pas la couleur blanche, ça aurait peut-être mérité de lui mettre une espèce de cape ou quelque chose dans le genre. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose en haut. En fait, j'ai l'impression qu'elle porte une espèce de toge, mais qu'elle est... c'est pas une impression d'ailleurs, elle est torse nu écorché. Ça aurait mérité, je sais pas, de lui mettre un voile qui était... qui était cousu à elle sur les bras, enfin, l'habiller un peu plus, entre guillemets, visuellement, parce que c'est vrai, même quand on la voit de loin, Ouais, elle impressionne pas en fait. je trouve. c'est ça, ouais. Ou peut-être dans la voix aussi, il aurait peut-être fallu Ah, la mais pour moi, modifier c'est la autrement. voix. Moi, La je voix, pense ça fait un peu Honnêtement, tâche. moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est le traitement de la voix en fait. Ah ouais? Donc pour moi, c'était soit prendre une actrice avec vraiment un timbre de voix très particulier, quelque chose de peut-être rocailleux ou comme ça, mais quelque chose où voilà, on entend de la voix et rien d'avoir une voix humaine qui est pas humaine. C'est ça qui marque en fait. Et c'est ça qui marquait, je trouve, dans Pinhead, c'est la voix très grave, Ah bah oui, beaucoup d'effets. Ça joue beaucoup. Alors que là, on n'a pas du tout ça, et du coup, toutes les apparitions de Pinhead, t'es un peu là, genre. Ouais, bon, ok. Surtout que son rôle est un peu limite parce que C'est ça. elle est jamais investigatrice de l'action. Elle est toujours là pour expliquer. En fait, t'as l'impression que c'est un peu le manuel des Cénobites, c'est Pinhead en fait. C'est un peu ça. Genre, dès qu'il se passe un truc, elle, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pinhead apparaît et dit oui, non, mais voilà, ça marche comme ça. Alors, voilà. En fait, c'est un peu, c'est un peu la guide en fait en soi, celle qui prend qui vient en fait regarder l'héroïne. mais ça devrait pas être son ce genre rôle. de choses. Son rôle, ça devrait être de recadrer les Cénobites et de torturer les humains. Sauf qu'il n'y a aucun Cénobite qui prend, qui prend quoi que ce soit comme décision parce qu'ils suivent comme des cons. Mais oui, c'est bien ça le problème pour moi aussi. Alors, maintenant, on va parler d'un petit sujet qui me tient pas mal à cœur, surtout personnellement dans la licence Hellraiser, la musique. La musique. Alors, donc pour les deux premiers films, on avait donc le même compositeur dont je viens de manger le nom et le prénom. Donc moi, personnellement, pour le reboot, j'étais, je sais pas pourquoi, confiant, je pensais que le mec allait revenir. Finalement, non, c'est donc une compositrice qui a pris le relais. Bon, on va pas se cacher, la licence Hellraiser, en dehors des deux premiers, à partir du 3,
le niveau chutait pas mal. Le 4, on continue la descente en enfer. Et à partir du 5, alors là, c'est le festival, c'est les bandes son ascenseur, on s'en fout, on s'emmerde. Et là, paf, le reboot arrive. Et donc, qu'en avez-vous pensé? La musique. Bon, franchement, alors bon, le truc c'est que moi, la musique m'a pas marqué. Donc à partir du moment où la musique m'a pas marqué, c'est que on n'est pas non plus sur un niveau exceptionnel. Ceci dit, bon, je suis pas un gros fan d'Hellraiser, etc. Mais voilà, on n'a pas un Thomas Newman, on n'a pas un John Williams à la composition, etc. Ouais. Ça s'entend. On était mal barrés. Mais moi j'ai trouvé la musique de facture très correcte. J'ai trouvé que les effets sonores avec la musique étaient très bien liés, donc tout le délire autour des cloches, le ping. C'est bien, ça Tout ils ont truc repris ce comme ça. gimmick du fait que les gens qui vont se faire attraper par les cénobites entendent les cloches. Et Ouais. ça c'est vraiment pas mal. Et ce gimmick à chaque fois est C'est bien cool. intégré à la musique. Non, moi franchement, en tout cas, la musique m'a pas marqué, mais elle m'a pas ni dans le ni dans le sens exceptionnel, ni dans le mauvais sens. Donc honnêtement, je pense que si je réécouterais avec un peu plus d'attention, parce qu'en même temps, une première écoute, la musique c'est pas forcément le truc sur lequel je vais me concentrer au début. Mais clairement, je pense que la musique est ok, quoi. Ça m'a pas l'air, en tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'elle accompagnait bien l'action la plupart du temps. Ouais. Et que ça accompagnait bien les scènes. Il n'y a pas de moment où ça m'a choqué, où j'ai trouvé que quelque chose n'allait pas dans la musique en tout cas. Ah ouais. Bah je sais même pas si t'as fait attention, mais ils reprennent des thèmes en fait de Christopher Young, voilà, je viens de retrouver le nom, excusez-moi. Ils reprennent des thèmes du 1 et du 2 Ouais, qui sont ça. incorporés dans le film. Ça ouais. Et bah moi j'ai trouvé ça déjà, les réorchestrations sont pas dingues. Bon après c'est peut-être le fait que c'est nouveau, mon oreille n'est pas habituée, hein. Il y a moyen que ça joue. Mais j'ai trouvé ça un peu hors sujet quoi. Ils ont repris donc le morceau sur lequel Pinhead apparaissait dans Hellraiser 2, ils l'ont repris sur la fin quand le méchant se fait emporter par Léviathan. Bah, moi honnêtement, justement, en tant que néophyte de la licence, entre guillemets, moi je trouvais ça sympa, parce que bah, les thèmes de Young sont cool. Ah oui, oui, oui. Et du coup, bah là tu vas les réentendre, j'étais ouais, bah c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'ils ont quand même repris. Voilà, ils ont repris les thèmes musicaux, ils ont repris. Ils gardent l'univers, tu vois. Moi je sais pas, je trouve que c'est même plutôt bien, et je trouve même que. En tout cas, la réinterprétation des thèmes, etc., est de manière générale cohérente, je trouve, dans l'ensemble, dans le film. Après, est-ce que c'est pas un aveu d'échec pour, soi-disant, un reboot de reprendre des thèmes de la licence? Bah moi je trouve pas, je trouve que c'est bien, je veux dire c'est qu'à un moment, moi je préfère qu'on reprenne, pour un reboot, qu'on reprenne des vieux thèmes, qu'on les réenregistre, on les fait un peu autrement, etc. Mais qu'on les garde tels qu'ils étaient parce que bah c'est les thèmes qui marchent, c'est les thèmes qui sont iconiques, etc. Je veux dire c'est con mais moi je suis un gros fan de Star Wars, et bah quand je regarde un Star Wars, bah ouais je suis content d'entendre le thème de Star Wars en fait. Oui, bon, ça... Et Qui n'est pas content de l'entendre, enfin depuis quelques années moi, mais... Oui. Mais voilà, et je pense que je préfère ça. Alors, pour moi, en fait, il y a deux choix à avoir. Soit tu fais un changement total de direction. Mais le problème, c'est que si tu changes totalement ton choix de musique, bah, faut que ton choix cinématographique, faut que ton film il soit adapté à ça aussi. Il faut qu'il aille avec. Ou alors, tu reprends, on va dire, vas reprendre des grandes idées des premiers thèmes et tu vas recomposer de la même manière mais différemment. Et là justement je trouve que ça fait un peu copie AliExpress des musiques, tu vois. Donc, Je vois. moi je préfère autant que voilà, on reprend l'original comme c'était, on la reprend correctement, on l'intègre bien au film, ça marche, c'est simple, c'est efficace. Moi ça me pose pas de soucis. Enfin, oui, sauf que comme tu dis, il faut que la musique suive comment dire, ton style de ton film. Sauf qu'il reprend quand même des thèmes donc pour les Hellraiser 1 et 2, mais il n'a pas leur style. Bah, si on reste quand même, je veux dire, visuellement, on est quand même assez proche, je trouve, dans le film. Bah non, il n'y a plus le cuir. Et il y a les pieds à la place. Il n'y a plus le cuir, mais voilà, on reste sur des éclairages blancs, bleus, etc. On reste sur... à chaque fois qu'il y a les portes des Cénobites qui s'ouvrent, donc généralement avec la musique, Ouais, c'est en bleu. c'est le même éclairage que dans les premiers films, etc. D'ailleurs, ça, moi, c'est un truc qui m'a un peu fait bizarre et que je n'ai pas forcément aimé, c'est qu'il y a certains moments, la lumière, notamment sur tous les moments où les murs s'ouvrent, les portes s'ouvrent, etc. En fait, j'ai l'impression de voir une lumière des années 80 dans un film qui est tourné en images modernes, tu vois. Et il y a 2-3 moments où la lumière, voilà, je la trouve pas très cohérente. Mais bon, c'est un détail, ça, on s'en fout, tu vois. Oui et non, mais tu notes quelque chose, c'est vrai que ce soit les maquillages, comment dire, ou les, comment dire, oui, ou comme tu dis, certaines manières d'éclairer
certaines scènes, il y a un côté, oui, un peu vintage qui se dégage du truc. Ouais, carrément. Mais le problème, mais justement là, ça va me permettre de rebondir là-dessus. Moi, je trouve que l'image du film est trop lisse. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir une image un peu salie. Parce que j'ai trouvé le film trop lisse. Il y a, comment dire, déjà, même s'il y a des beaux plans, hein, on a parlé de la scène du camion, certaines scènes sont vachement réussies, même quoique un peu désamorcées. Mais par exemple, Serena à l'hôpital, c'était pas mal, je trouvais. Quand elle se faisait encercler tout le team là. Ouais. Mais en fait, je trouve que la réal, en plus avec l'image toute lisse comme ça, on est limite sur. Ça a un aspect un peu téléfilm. Je trouve qu'on sent le film qui vient d'une plateforme. Tu vois, ce qui est pas sorti au cinéma. Moi, au contraire, justement, je trouvais que l'image était propre. Mais justement, trop propre. Putain, on est sur Hellraiser, bordel. Oui, mais en 2022. Sauf que le mec, au-delà de ces 2 derniers films qu'il a fait, toutes les productions qu'il a fait avant, il mettait toujours un cachet sur l'image. Il pourrissait volontairement ses images. Mais sauf que là, elle est trop lisse. Je trouve qu'à l'image des Cénobites, on a pu le cuir, on se tape des pieds, les acteurs ont moins de relief, les personnages en dehors de l'héroïne sont moins développés, on reprend la musique en moins bien, et l'image, et bah voilà, c'est tout. Et donc l'image générale du film et la réal, elle est, comment dire, elle est en cohérence avec ça, quoi. C'est plus ou moins la même chose avec 2-3 trucs, 2-3 nouveautés, mais en moins bien. Bah, en fait, moi je dirais pas en moins bien, mais je dirais en plus propre en fait. Bah ouais. Mais le truc c'est que voilà, moi je suis pas un fan d'Hellraiser, et du coup clairement, moi tu vois, les premiers Hellraiser, purée, l'image parfois c'est quand même bien moche. Les effets, il y a des effets qui ont quand même vachement vieilli. Bah, dans le 2, pas dans le premier. Même dans le premier. Hein. Trop pas. Putain, la scène du cadavre, vachement oui, bien. la scène du cadavre, d'accord, mais à côté, tu vois, il y a des trucs qui sont Franck en écorché. Il y a des trucs qui sont un peu crado, tu vois. Bah, c'est un peu plan-plan, quoi, mais... Non, mais c'est juste qu'en fait, là, moi, en fait, le film, il est moderne, en fait. Ouais. Dans le sens, il est moderne, donc toi, ça te choque, parce que je pense que t'es un fan des Hellraiser, donc t'aimais bien le côté un peu, justement, vintage, et ce qui rappelle l'œuvre originale. Alors que moi, j'ai vraiment regardé ça en mode, genre, bah, je regarde un film que j'ai jamais vu, voilà, je regarde une licence que je n'ai jamais vue, j'ai regardé ça comme ça. Et pour un truc que je connaissais pas, et bah, c'est propre, c'est quand même bien fait, entre guillemets. Bon, je trouve qu'il n'y a rien de très innovant, surtout sur la mise en scène. Oh, ça c'est clair que... C'est bon, c'est assez standard, mais c'est fait de manière correcte, c'est ok, c'est propre, et voilà, et l'image, bah, pour revenir à la musique, donc on parlait de ça, moi je trouve que la musique, bah, justement, elle est propre, elle est assez précise, elle arrive tout le temps comme il faut, doucement, elle est bien intégrée, et ça va en fait avec bah, le mood du film, qui est justement un mood où, bah voilà, on a une image qui est propre, on a... des effets visuels qui sont quand même beaux, parce que la plupart des effets visuels sont quand même réussis, sont bien foutus. Ça va, en vrai, oui, ça va. Ouais. À part la scène de fin là, avec la transformation du Cénobite, ça c'est un enfer, c'est très très moche. Bah ouais, on dirait qu'ils avaient plus de budget, ou ils avaient plus d'idées, donc c'est très, très vas-y, on va mettre un fond de lumière de merde, on va mettre le mec allongé et basta. Beau, quoi. Le pire, c'est que le film se conclut quand même là-dessus, quoi. Tu sais pas, oui... ce que c'est censé être annoncé, un retour ou une suite, quelque chose. C'est que c'est très laid, ouais. Maintenant, tu vois, ça m'était sorti, et je l'ai vu pourtant hier soir, ça m'est complètement sorti de la tête. Ah, ce truc, ouais, non, c'était pas beau, on va essayer de l'oublier. Hein. Je me rappelle, j'ai terminé le film, j'ai fait mais en fait, ils auraient dû s'arrêter à la dernière réplique, qui est un banger absolu. Genre, quand Pinhead regarde la nana, il dit donc tu veux aucun cadeau ? Oui. Ça veut dire que tu as choisi de porter le fardeau, tu as choisi The Lament Configuration. Oui, voilà, c'est la configuration des regrets, des lamentations. Et juste ça, tu finissais le film dessus, et j'étais là genre nickel, tu vois. Et la scène de fin, là, j'ai l'impression d'avoir une scène post-générique de Marvel en fait. C'est pas très gentil ça. Bah en même temps c'est ça quoi, c'est une scène nulle qu'on te fout à la fin pour hyper les cons quoi. N'empêche que c'est une scène là où on aperçoit vaguement le pénis de l'acteur. Oui, c'est vrai, il y a une petite bosse. Ouais, on l'aperçoit. D'accord, loin. donc toi je vois. En fait, toi tu veux pas voir des pieds, mais t'es content quand tu vois des fausses bites de Cénobites quoi. D'accord, c'est très bien, c'est parfait. Hop, des cachex, c'est oui. Par contre, des pieds, c'est non. D'accord, voilà. c'est logique. Bah en gros, moi le truc sur les thèmes du film, alors bon, en même temps, voilà, le film, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, je l'ai regardé hier. Oui, dites-vous que c'est quand même une réaction à chaud, oui. À chaud, hein. On a eu une nuit pour y réfléchir, mais pour rappel, la nuit on dort. Enfin, je crois. Enfin, dans mon cas, c'était, j'ai dormi. Bref. Ben justement, moi en fait, parce que le film, j'ai bien apprécié le film. Et le seul truc que je reprochais, c'est que j'ai bien apprécié comme je vais apprécier un Fast and Furious.
Ah. C'est que je sais ce que je vais regarder. T'as d'autres comparaisons foireux entre le MCU, Fast and Furious? Putain, c'est pas un compliment. Franchement, Non, j'ai mal à mon Hellraiser, là, je n'en peux plus, là. C'est juste que je sais ce que je vais regarder et clairement je savais que j'allais regarder un remake et j'avais pas tort, c'est que... Un reboot. Oui, pardon, un reboot. Que voilà, ça allait être un film d'aventure, aventure mystère, un peu teinté d'horreur. Mais voilà, je savais que j'allais pas être en face du prochain thriller psychologique, j'allais pas être en face d'un Grave, d'un Get Out ou des trucs du genre quoi. Ouais. Je sais que bon, les thèmes, s'il allait en avoir, je sais pas ce que ça allait être, mais... Ça allait être traité par-dessus Et la j'ai chiant. pas été déçu, c'est qu'en fait, des thèmes dans le film, je trouve qu'il y en a pas. Je trouve Pas qu'il y a... je sais pas, je trouve qu'il y a pas eu un sens à tout ça derrière comme dans le premier. Justement, pourquoi le premier est bien, je trouve. Parce que le premier, t'as toute une réflexion sur qu'est-ce que l'homme va s'infliger et va en voulant toujours plus, en étant insatiable. Il va créer en fait une condition de souffrance pour lui. Et je pense que c'est un truc qui est quand même assez contemporain quand on regarde tous les problèmes liés à l'écologie, etc. Le fait qu'on en veut toujours plus en fait. Et ça, c'est super exploité dans le premier film. C'est que c'est vraiment ça. Pas de politique, monsieur. Ah, si, un film, c'est politique. On coupe. Bref. Donc voilà, puis il y avait vraiment ce sous-texte-là de, en fait, le Cénobite, il est pas méchant, il est pas mauvais, il est pas horrible. C'est l'homme qui est mauvais, qui est horrible et qui crée ça, en fait. Le Cénobite, c'est l'homme dans les premiers films, quoi, clairement. C'est pas, pour moi, c'était vraiment ça, c'était Pinhead, c'était une incarnation de l'avidité de l'homme et de ce que ça peut déclencher. C'est plus l'instrument, en fait, des désirs de Frank. Oui, voilà, mais le fait est que, en tout cas, s'il y avait pas des gens comme Frank, il n'y aurait pas de Cénobite et Cénobite foutrait jamais pied sur terre s'il n'y avait pas de gens comme Frank. C'est où qu'ils seraient un peu coincés comme des cons. C'est ça. Comme devant la maison. Alors que là, dans dans ce film-là, vu que le cube, c'est une lampe à souhait, et que pour avoir une lampe à souhait, il suffit de sacrifier des innocents qu'on n'a demandé à personne. Putain, mais c'est ça, une Eh ben, lampe à souhait. Mais c'est exact. Ils servent de génie, en fait, les Cénobites. C'est ça, et les Cénobites, c'est juste des Mais génies. oui, putain, mais bien vu, Et oui, en fait, mais oui. les Cénobites, ils s'en foutent que l'humain, il soit bon, qu'il ait péché, qu'il ait pas péché, qu'il soit vicieux ou qu'il soit pas vicieux. Le Cénobite, lui, il veut un peu de sang, et contre un peu de sang, il te donne des souhaits. Il y a le bon et le mauvais Cénobite. Ouais, non mais clairement, et c'est pour ça que le film, moi, j'ai trouvé vide de sens à ce niveau-là, parce que tout le sous-texte intéressant qu'on avait dans Hellraiser, sur la nature humaine, en fait, on l'a plus. On l'a plus, parce que Void, c'est quoi? Void, c'est un mec qui est à la recherche de l'expérience sexuelle la plus ultime, parce qu'en gros, c'est ça qu'il te dit, c'est que... Plus ou moins ça. C'est la sensation, quoi. Ouais, c'est ça. Il se rend compte qu'il s'est fait couiller parce qu'en fait les Cénobites c'est un peu des trolls et que quand tu leur demandes un souhait en fait ils te donnent l'inverse. Parce que c'est littéralement ça. Bah non, il éprouve des sensations vu que la machine qu'il a dans le torse ça lui triture les nerfs donc oui, forcément. Mais ça lui fait mal. Lui ce qu'il voulait c'est du plaisir. Oui mais voilà. On trouve c'est le principe des Cénobites. Il trouve du plaisir dans la douleur et la souffrance. Mais, alors c'est bête mais tu vois je sais pas si t'as vu l'épisode de Rick et Morty avec la parodie des Cénobites. Ah non j'ai pas vu. Ah regarde-le parce que pour moi en fait ce film c'était clairement ça. C'était genre en gros les Cénobites c'est juste des entités démoniaques qui pour eux la souffrance c'est le plaisir, tu vois. Mais c'est ça, oui, mais il y a plus du coup aucun rapport avec l'être humain en fait. Et que l'être humain, même le méchant, lui tout ce qu'il veut, le grand méchant Void, tout ce qu'il veut c'est qu'on lui enlève la machine en fait. Bah oui, il a mal. Il est pas, sauf qu'il est pas vicié, il est pas méchant, il est pas... Mais si, il est méchant, tu rigoles ou quoi? Le mec il hésite pas à tuer des gens juste pour son bon plaisir. Oui mais bon, ça y en a plein qui font comme ça, et je veux dire dans le film, l'héroïne, à un moment elle choisit de buter Trevor aussi, elle le fait en âme et conscience, tu vois. C'est en échange d'un mec, comment dire... Oui ça reste en échange, sauf que c'est si... D'un mec innocent et d'un mec qui l'a trahi, en plus qu'il l'a trompé... oui, il n'empêche qu'il a le même sang sur les mains, tu vois, genre. Moi, en tout cas, le fait est que voilà, tout le rapport entre la nature humaine, la nature maléfique de l'homme et les Cénobites, pour moi, il n'y a plus aucun rapport dans ce film. Et les Cénobites, ils sont juste là pour faire avancer, pour récolter les sacrifices, en fait. Et du coup, il n'y a plus aucun côté mystique du Cénobite, je trouve. D'accord. Plus de côté mystique? Ah ouais, non, clairement pas. Moi, pour moi, voilà, les Cénobites, ils sont juste là pour récolter des trucs. C'est des moissonneurs, mais c'est plus les... Après, comment dire, mis à part dans le 2 avec Shannard, les Cénobites, ils ont toujours été vachement passifs en fait. C'est le principe même du premier film, hein. C'est que, sauf que dans les Tu vas me laisser finir, merci. Je disais donc, ils ont toujours été, passifs, spectateurs en fait de la scène, de ce qui se passait. Dans le premier film, mine de rien, le moteur, c'est Frank, c'est Julia. C'est eux les pourris. Et c'est les Cénobites qui sont là juste parce qu'ils font leur boulot en fait. C'est bien ce que je te dis. Et c'est qu'en fait dans le premier,
ils sont passifs, mais parce qu'en fait, ils ont pas besoin d'être actifs, parce que c'est les hommes qui sont mauvais, c'est les mauvais hommes, c'est Franck, c'est Julia et tout. C'est les pervers, c'est les maniaques, c'est eux qui font avancer la souffrance, qui font avancer tout ça en fait. D'accord. Et Cenobite, il est juste là pour, en gros, à la fin, les douiller. Il est là juste pour ça. Il est là, en gros, il attend que les personnages se détruisent tout seuls pour, à la fin, leur faire haha, et ben maintenant que t'as fait l'expérience de ton horreur, que tu te rends compte qu'en fait t'as fait n'importe quoi, et ben là maintenant je vais t'amener avec moi en enfer et tu vas subir les mille et un tourments, tu vois. Mais tu vois, là je pense que t'as pensé le truc de travers en ayant commencé Inferno. Parce qu'il y a ce semblant de morale dans Inferno, et ça c'est un truc que Scott Derrickson, donc le réalisateur donc de Hellraiser 5 Inferno, a rajouté. Une espèce de. Comme si c'était une espèce de juge, un peu la Nubis, vous voyez, tu vois, qui pèse un peu. Alors qu'en fait, les Cénobites, ils sont pas là pour faire la morale ah non, mais base. j'ai pas dit ça. Ah bon? Putain, j'ai rien compris. Ah non, du tout, c'est juste que les Cénobites sont une conséquence des choix désastreux de certains humains. D'accord. Pour moi, c'est ça en fait. Et là, le fait c'est qu'en fait, les Cénobites, c'est des conséquences de rien du tout. Ils sont juste là. Oui. Ils sont juste là. Oui. Et en fait, ceux qui font avancer l'action, c'est même pas les méchants. C'est même pas Void ou quoi qui fait avancer l'action. Non, c'est Rayleigh. C'est l'héroïne. C'est vrai. Ouais. Et donc, à un moment, quel est le sens de tout ça en fait? Je veux dire, c'est que au final, à la fin du film, on se rend compte que si Riley, elle avait juste posé la boîte dans un coin et elle était partie refaire sa vie en Nouvelle-Calédonie, eh ben, elle aurait évité 4 morts de plus et ça aurait été le même résultat à la fin. Mais non, parce que les Cénobites seraient venus la chercher à la place. Elle, Oui, elle, bon. non, elle aurait eu besoin de sacrifier une personne. Ah oui, parce que la boîte, tu l'ouvres, et c'est à partir du moment où tu l'as ouvert et que la lame est ouverte qu'il y a besoin d'une victime. Tant qu'elle est dans son état de base, tu peux la laisser dans son état, qu'elle soit au premier, deuxième, quatrième stade, cinquième stade, tu peux la laisser comme ça. Oui, je suis vrai. En plus, t'as raison. Au début du film, il le montre bien en plus. Ben. C'est que la lame, elle est pas sortie de suite. C'est le mec qui la résout, qui la sort. Oui, mais exact. Oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà, moi, dû laisser le film, honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé plus de sous-texte que ça. Genre. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que j'y ai cru. Franchement, au début du film, quand on partait sur Riley, qui est une ancienne toxico, une ancienne alcoolique, je pensais en fait qu'ils allaient enfin traiter du sujet qui était effleuré d'un tout petit doigt dans le Hellraiser 3, sur le principe des gens en fait qui s'abandonnent dans les Plaisir de la chair. Les paradis artificiels qui sont. On va reprendre le nom que Baudelaire lui-même a donné, hein, donc les paradis artificiels qui s'abandonnent là-dedans au lieu de s'abandonner dans les plaisirs, on va dire réels entre guillemets. Et que les Cénobites allaient arriver pour établir ça en mode on va tu es dans tes paradis artificiels, on va t'amener, je sais pas moi, dans un enfer réel ou ou quelque chose de moins. C'est pas un mensonge, la douleur va être. Je pensais que ça allait exploiter ça. Ouais, mais ça aurait été intéressant, tu vois. Bah, en fait, dans le 3, c'était très vaguement effleuré et je crois que, j'ai pas lu toutes les reviews, toutes les analyses sur tous les forums, tout ça, mais dans ma vidéo, je l'avais vaguement évoqué. Là, je m'attendais à un truc comme ça et en fait, le film littéralement lève l'épée, tape à côté, s'éclate dans l'eau. Bravo. Ouais, non, mais c'est ça. Et on se retrouve à la fin. Bon, après, ça reprend le principe même du premier film, c'est attention, vous vous ferez dévorer par vos plaisirs et vos envies, faites pas des bêtises, restez chez vous. Mais en fait, même pas. Pas pourquoi? Justement, même pas. Et ben ça, justement, moi je trouve que ça ne marche même pas pour ce film. Parce que justement, dans ce film-là, Riley, elle a rien demandé à personne, entre guillemets. Elle était juste défoncée, elle a ouvert une boîte. Elle cherchait pas des plaisirs, elle était pas avide, elle cherchait pas quelque chose, tu vois. Elle était, en plus, c'est même pire que ça, parce qu'elle était victime de son alcoolisme, de ses dépendances, etc. Donc, ouais, c'est vraiment. C'est con, mais genre, elle méritait pas tout ça, entre guillemets, tu vois. Je parlais plus. Et celui qui méritait tout ça, donc mettons Void ou Trevor ou comme ça. Mais ils finissent mal. Bah, ils finissent mal, sauf que bon, c'est pas le but du film, c'est pas comme ça que le film avance, donc c'est juste des cas à part, et ouais, clairement, je trouve que ça avance pas pour les bonnes raisons, en fait, ce film. Donc un acte manqué, entre guillemets, quoi. Au niveau du sous-texte, par contre, je trouve qu'après, en tant que film d'aventure, etc. Pas aventure, j'ai pas le bon terme, mais ouais, mais pour moi, c'était un peu ça, c'était vraiment un film d'enquête-aventure, tu vois. La bagarre. Non, mais ça marche bien, tu vois, genre, parce que tout s'avance, etc. Mais par contre, sur le sous-texte des Cénobites et du rapport à l'homme, je trouve qu'on a plus du tout ça, que ça a été totalement lavé, totalement enlevé.
pour faire autre chose, bon d'accord, pour faire un chouette film d'aventure, mais on n'a plus... En fait, pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film où tu te poses des questions, qui font repenser à des choses, qui te font te reposer des questions, c'est quelque chose qui te touche en tant qu'être humain, tu vois. Mhm. Alors que là, bah, aucun moment, je me suis questionné sur... et moi, est-ce qu'il y a des moments où, genre, j'aurais pas dû faire ça, ou est-ce que comme ça? Non, je me suis posé aucune question. Parce qu'au final, bah, tu vois que bah, peu importe que toi tu vives bien ou que tu vives mal, que tu consommes trop de plaisir ou pas assez ou quoi que ce soit, Mhm. bon, c'est aucune conséquence parce qu'au final, un mec il peut faire sacrifier des gens au pif via la boîte pour avoir un vœu. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, enfin après, les films d'horreur, c'est, comment dire, bon, sans dénigrer le genre non plus, hein, mais tous les films d'horreur sont pas porteurs de messages très forts, très intelligents. Les Mais films c'est pour d'horreur, ça que c'est moi, simplement quelque chose qui... Ouais, ou qui fait Voilà, peur, sauf que c'est bon, là tu vas pas me débridé. dire qu'il fait peur. Ah non, Hellraiser. pas du tout, non, pas du tout. Non, ça par contre, même les 3 jumpscares ennemis m'ont... Ah ouais, non, mais vraiment, Osef. rien, ah, Tu regardes le film, une main dans le paquet de popcorn, et puis tu vas Hop, pisser et l'autre dans main l'arbre sur le à côté de ta paquet, chambre, t'en fous, perso, hein. et voilà, peut-être je ne bouge pas. Alors c'est clair que... Putain, à aucun moment j'ai frémi, quoi. Ça. Ah ouais, non, non. Non, clairement. sur ce côté-là, par Non, contre, mais c'est pour moi, loupé. pour moi, c'est vraiment un bon film d'aventure, mais c'est un Mm. mauvais film d'horreur et c'est un mauvais film psychologique. Mais en même temps, ça ne se veut pas un film psychologique. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que je pourrais lui reprocher, c'est ça. C'est qu'en gros, venant d'Hellraiser, sachant la portée que peut avoir Hellraiser, il y avait moyen de faire un truc un peu plus intelligent, j'aime pas le mot, tu vois. Mais il y avait moyen voilà, de faire un truc avec une réflexion un peu derrière et un sous-texte un peu derrière. Après, encore une fois, j'ai vu que le film qu'une seule fois, autant il y a des trucs que j'ai pas vus, que j'ai pas capté. Ouais. Je m'appelle pas Truffaut ou comme ça non plus, donc bon, voilà. Voilà, maintenant qu'on a fini en gros, après notre avis sur le film, ce qui allait, ce qui allait pas, est-ce que toi, est-ce que tu envisagerais une suite à ce film-là, un autre reboot, ou est-ce que si tu devais te tourner vers un futur projet Hellraiser, tu te tournerais vers la série HBO, qui d'après les dernières news est toujours en cours d'écriture et de production, il me semble. Qu'est-ce qui te tenterait? Est-ce que tu voudrais que ça s'arrête là? Est-ce que voilà. Alors honnêtement, une série déjà, moi je suis pas consommateur de séries, je n'aime pas ça, donc Commence bien. ça va déjà être compliqué. Et voilà, moi, si c'est pour avoir de la nullité et étaler sur 6 saisons juste sous prétexte qu'on a un monstre connu au répertoire pop, non merci. Ça va le faire. Il y a la tête de Pin, on peut y aller. Non mais voilà, surtout qu'on est en plein moment série Seigneur des Anneaux là, et que voilà, Ah oui. ce genre de produit T'as qui déjà ton fait petit juste cœur pour qui est- vendre, c'est Mm. bon, ça va. Mm. Bon, ce qui est bien avec Hellraiser, c'est que bon, tout le monde s'en branle, du coup, bon, Non. ils le font pas forcément pour ça. Non, je rigole. Non, bah un film, une suite, pourquoi pas. Après, bon, je trouve que voilà, ça fait un bon film que tu regardes avec des potes Mhm. pour le fun, en buvant des canettes, et puis voilà quoi. Putain, c'est quand même triste que la saga en est rendue à là quand même. Bah, on partait tellement bas avec les tout derniers que. Et c'est ça aussi, moi j'ai eu la discussion parce que j'ai regardé le film avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un m'a dit ouais bon bah c'était pas terrible et tout, et j'ai pris 20 minutes pour lui dire non mais attends, on vient quand même de ça, tu vois. Ah ouais. Insérer ici le Cénobite lanceur de CD, Si digne. les asiatiques cow-boys qui font du kung-fu, Ah, là. c'est la meilleure scène de la saga. C'est celle-là. la meilleure scène. Bref, voilà, on part aussi de loin, quoi. Donc, honnêtement, moi, Hellraiser, à part le 1 que je trouve vraiment chouette, Chef-d'œuvre. les Chef-d'œuvre. autres, je trouve ça vraiment pas terrible. Et donc là, le film qu'on a vu, honnêtement, j'ai trouvé que c'était... Bon, voilà, c'était pas aussi bien que le 1, mais c'était largement mieux que le reste. Donc, Ah ouais, donc tu placerais ce film-là juste derrière le premier. ah ouais, clairement. Tu trouves que le 2 est moins bon que celui-là? Bah ouais, parce que le 2, il essaye de faire comme le premier, mais il n'y arrive pas, c'est raté. Quoi? Non. Bon, on n'est pas là pour débattre du 2, mais. Oh Non, en vrai, non, le 2... C'est dire mais- ça, quoi. En fait, le 2, il y avait plein de bonnes idées, mais mal fait. Je trouve que Mm. le 2 a été mal fait du début à la fin. Et les idées étaient bonnes, et je pense que... En fait, voilà, je pense que si le 2 avait été fait comme a été fait ce Hellraiser 2022, Mhm. et bah le 2 aurait été un bon film. Ouais, c'est En, compliqué. voilà, en tout cas, je trouve que le film est correct techniquement, etc. Que D'accord. c'est un bon... Voilà, pour moi, c'est un bon film d'industrie, d'artisanat, mais c'est pas un produit d'art, quoi.
Mais ça fait longtemps que la licence, et même que... Ah non, que la licence Hellraiser n'est plus une œuvre d'art ou ce genre de choses. Il suffit de voir l'exploitation qu'il y a en comics, aussi bons qu'ils peuvent être, ou même les derniers romans sortis en date, hein, dont Les Évangiles écarlates écrits par Barker, et le tout dernier qui est pitché par Barker, mais le mec a eu la flemme de l'écrire. On en est là quand même. Bravo monsieur. Ouais, donc c'est plus beaucoup des œuvres. Après, je t'avoue que moi, dans mon cas, on me propose une suite sur ce film-là avec les bases qu'on a instaurées. Je suis, mais alors pas du tout client. Ah ouais? Ah, pas du tout, non. Non, moi ça avait... Mais moi, le film, moi j'ai trouvé ça long. Je me suis quand même pas mal ennuyé devant. J'en attendais peut-être beaucoup trop, parce que ça fait longtemps que maintenant qu'on parlait du reboot. Et non, il y a plein de points qui me conviennent pas. On va dire que je pinaille, mais si l'écriture est aussi légère sur les personnages secondaires dans la suite, qu'est-ce que tu vas raconter de plus, Ouais, quoi? après, je trouve qu'à côté, alors ok, l'écriture sur les personnages secondaires est pas ouf, mais par contre, je trouve que pour l'héroïne, on a une super écriture. Moi, je trouve que le personnage de Riley est super bien écrit, qu'il fonctionne vachement bien, qu'il est attachant, que on... Ah ouais. Ah, Je trouvais ça franchement, cliché, quoi. ah, moi j'ai trouvé que c'était un super personnage, justement. En plus, elle est ingrate, quoi. Bah, Elle devient attachante uniquement parce qu'elle se sent coupable que son frère a été sacrifié à sa place. Mais en fait, même pas, Mais à c'est part même pas ça, ça, c'est juste que toutes ces réactions de comment elle fait, genre, tu sens que. Moi je trouve que ce qui est bien écrit chez elle, c'est que tu sens qu'elle est embarquée dans un truc ou qui la dépasse totalement, et du coup elle est vraiment en mode autopilote, elle essaye de faire ce qu'elle peut, et en fait elle est inconsciente du danger, non pas par choix, par culpabilité ou quoi, elle est inconsciente parce que bah, elle est totalement paumée dans ce qui se passe en fait. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça bien foutu. Alors le seul truc que je pourrais sauver avec du recul comme ça, c'est à la limite le principe de la boîte qui se résout en plusieurs fois. Parce que pour le coup, en format série, ça pourrait être sympa d'avoir un épisode dans un style, avec un thème et une ambiance différente, avec la résolution, avec une victime et une résolution à chaque fois, et que ça fasse une espèce de cadavre exquis tout le long. Ça, j'avoue, ce serait pas mal. Ça pourrait vraiment être pas mal. Ça, je pourrais regarder en série. Ça pourrait être pas mal. Je trouve le concept là, le fait de résoudre, il y a un potentiel de dingue. Alors sur un film, je trouve ça un peu daubé, mais sur une série, Ouais, c'est vrai, il y a ouais. peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais bon, comme tu dis, on est loin de la chose artistique. Bon, En fait, c'est ça, c'est que moi, tu me demandes mes espoirs pour la suite. Le fait est qu'en un bon fait, film, bah ouais, c'est ça, c'est juste que bah une bonne idée. disons que c'est pas le cinéma que je regarde, c'est pas le cinéma que j'apprécie, et donc forcément, est-ce que j'en attends quelque chose? Non, je regarde, et quand je regarde ce genre de film, je sais que je vais regarder un truc qui me parle pas forcément à moi, et donc je vais le juger en tant que tel. Et en le jugeant en tant que tel, voilà, j'ai trouvé que ce Hellraiser 2022, moi j'ai pas vu, je me suis pas trop emmerdé, le film est passé assez smooth devant mes yeux, tu vois. Donc oui, conclusion, bah moi c'est à la limite, c'est pas un film de licence que je recommanderais à voir, absolument. C'est pas on est loin, très très loin d'être, c'est loin d'être l'opus le plus honteux de la franchise, c'est clair. Donc moi je le placerai juste derrière donc le second. Hein. Le premier pour moi reste le chef-d'œuvre, il reste, c'est mon film préféré, c'est voilà, grand film. Bref, entre guillemets. Et après, bah voilà, déçu. J'attends pas forcément une suite. J'attends de voir le projet de la part d'HBO et si un jour ils veulent bien se sortir les doigts pour nous refaire une série de comics que j'achèterai avec joie, bien sûr. Prenez mon argent. J'ai hâte. Bon bah, on vous souhaite une bonne journée, soirée, quoi que ce soit. Oui, merci d'être allé jusqu'au bout pour les 10 pélos, c'est ma maman et mon père qui auront regardé cette vidéo. Big up à ma maman aussi. Et voilà. Voilà. Hop, pause bleu, pause rouge, tout le pointoin, commande, voilà, on prononce mal. Il y a Mets des... la cloche. Là, mets la cloche, absolument. Hop, sonne ma cloche, Mets sonne la cloche. Bing. You summon me. I came. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!